nos deux premiers experts, un expert et une experte, outre évidemment Yoshua Benjo, Bruno Polubert et Nadia Nafi, que je vous présente à l'instant. Les micros sont déjà branchés, vous n'avez qu'à les prendre. Merci. Voilà. Alors, Bruno Polubert est titulaire à la Faculté des sciences de... Merci Bruno, vous pouvez déjà aller sur la scène. Bruno Polubert est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation et directeur académique du Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Monsieur Polubert est membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, le GRIFPE, entre autres, et tandis que Madame, je suis à vous à l'instant, Madame Nadia Nafi, donc vous êtes professeure adjointe au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et vous présidez le comité d'innovation en enseignement et vous êtes titulaire de la chaire de leadership Banque nationale en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Première question pour vous, comment vous situez-vous en regard de l'intelligence artificielle et des technologies de rupture en enseignement supérieur? On y va. Je vais débuter. Tout d'abord, bonjour. Peut-être plus près de vous, Oui. le micro, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter, échanger autour d'un sujet qui est très, très urgent. J'ai mes notes à côté de moi parce que je veux absolument ne pas oublier des points que je veux absolument aborder avec vous aujourd'hui. Écoutez, beaucoup parmi nous paraît avoir l'impression que l'essor de ces technologies nous est imposé, peut-être à trop accéléré. Pour moi, c'est plutôt une opportunité à ne pas manquer, tout en, bien sûr, travaillant sous la question de l'utilisation de la technologie d'une façon éthique, critique et responsable. Et puis, tous mes propos rentrent sous cette condition-là. Nous sommes toutes et tous conscients des défis auxquels l'enseignement supérieur est confronté, que ce soit la charge de travail accablante, écrasante, le manque de personnalisation de l'expérience d'apprentissage de nos étudiantes et étudiants, les évaluations qui ne contribuent pas à l'apprentissage. Alors, avoir accès à un assistant intelligent disponible 24/7 à nos côtés, des tuteurs compétents constamment à disposition de nos groupes étudiants et des outils de prédiction pour nous guider, ça serait révolutionnaire. Pourquoi pas? Je dirais oui, toujours à ça. Notre société se numérise rapidement et selon un récent rapport d'Accenture, nous sommes en train de vivre deux réalités, l'une d'atomes et puis l'autre de bits, et leur fusion constituera le socle de notre avenir. Les technologies de rupture, que ce soit ChatGPT ou autres, ne sont pas juste en train de transformer comment on enseigne, mais qu'est-ce qu'on va enseigner, et nous ne sommes qu'au début. En fusionnant la technologie et les compétences humaines, comme on a discuté tantôt, nous allons atteindre des niveaux de performance inédits. Il ne s'agit pas de dépendre de la technologie, mais de l'utiliser pour maximiser nos compétences humaines. Et nous, en tant qu'éducateurs, avons un rôle vital de décider quand, comment et pourquoi on va utiliser et puis collaborer avec ces technologies. Nous allons être bousculés, on le sait, c'est une réalité, mais il est impératif que nous nous adaptions rapidement et que nous assumions notre rôle de leaders face à une future qui s'approche à grands pas. L'important, c'est de se demander comment ces technologies peuvent-elles nous aider à soutenir notre mission d'enseignement et à favoriser le développement des compétences de nos apprenantes et nos apprenants. Nous aider à aboutir à une nouvelle génération, version de l'enseignement supérieur qui est beaucoup plus connectée à la société. Ce n'est pas un futur de l'enseignement supérieur qui nous attend, c'est un futur qu'on doit absolument construire ensemble. Et ces outils qui sont en train d'être créés doivent s'adapter à nous, à notre mission et non l'inverse. Et pour cela, on doit absolument rester autour de la table des décideurs, des innovateurs et innovatrices pour que l'éducation soit au cœur de la création de ces technologies, le développement responsable éthique de cette technologie. À toi, Bruno. Alors, bonjour à tous et à toutes. Madame Derry, Monsieur Drainville, Monsieur Vinet, Monsieur Asselin, Monsieur Sirois, chers collègues, chers amis, j'en ai beaucoup dans la salle. Je suis un peu impressionné par l'ampleur de l'audience et en fait, je pensais vous faire une confession. Je vais vous faire deux confessions aujourd'hui. Madame Derry,
vous m'avez eu au tout début. L'original est beaucoup meilleur que la copie. La deuxième confession que je vais vous faire, c'est que, écoutez, moi, je suis un peu un geek, là. J'aime ça, les technologies. J'ai toujours aimé ça. Je pense que c'est génétique. Mon père a rencontré ma mère sur un chantier d'Hydro-Québec et il l'a rencontré en lui vendant une photo avec un appareil Polaroid. J'ai été probablement le premier qui a eu un iPad dans l'ensemble du réseau de l'éducation. Au Collège de la Flèche, en 1994, là, où j'ai travaillé avec Christian, en fait, on avait fondé un groupe pour essayer de s'approprier une affaire bizarre qui s'appelait Internet. On pressentait, il y a de cela 30 ans, que ça serait quelque chose qui pourrait être important. Alors, mon champ de recherche, c'est les technologies, le numérique et les pédagogies actives dans l'apprentissage. On a beaucoup de données de recherche, de données probantes même, qui démontrent l'efficacité, voire la supériorité de ces techniques et de ces outils-là. C'est-à-dire que quand on utilise le numérique avec des pédagogies actives, on a beaucoup de succès. On peut penser aux recherches de Bechner sur les classes d'apprentissage actif. On peut penser aux méta-analyses réalisées par notre collègue Bob Bernard sur la formation à distance. Mais pour moi, les technologies, le numérique, ça doit surtout servir à diversifier les méthodes d'enseignement. Et on a un mythe qui existe depuis plusieurs années, comme quoi les technologies vont remplacer les enseignants, comme quoi maintenant l'intelligence artificielle va remplacer les enseignants. Moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit possible. Pour moi, l'éducation, c'est d'abord et avant tout un métier de relation. J'enseigne cet après-midi, j'ai pensé à comment j'allais instaurer un climat de classe. Jamais l'intelligence artificielle va pouvoir faire ça. Donc, l'intelligence artificielle, je pense que ça a un très fort potentiel en éducation, mais en autant qu'on la conçoit comme un outil d'assistance aux enseignants plutôt qu'un outil de remplacement ou comme un système expert. Par ailleurs, bien que je sois plutôt versé vers les technologies, je trouve que l'intelligence artificielle présente des risques très importants. On a beaucoup parlé du plagiat, mais à mon sens, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus important, donc d'où l'importance de faire une utilisation éthique, réfléchie et responsable. Alors, puisque tu as lancé la question du risque, peut-être on pourrait ouvrir une petite parenthèse et puis que tu élabores un peu quels seraient ces risques-là. Et puis après, on va fermer la parenthèse. Merci Nadia. D'abord, le premier risque, évidemment, ce dont on a beaucoup parlé, c'est le risque de plagiat. On y reviendra un petit peu. Le risque un peu plus important, je dirais, c'est celui des hallucinations et des inventions. ChatGPT n'est pas si bon que ça. En fait, ce qui est embêtant, c'est qu'il est parfois très bon et parfois pas très bon. C'est-à-dire que quand on lui demande de nous produire un texte avec des références, certaines de ces références-là vont être exactes, mais d'autres vont être inventées. Il va aussi inventer des éléments de biographie. Donc, il faut quand même faire attention, c'est-à-dire à la confiance avec laquelle il parle des inexactitudes. Évidemment, la confidentialité des données, des renseignements personnels. À chaque fois qu'on converse avec ChatGPT ou avec les agents conversationnels, on entraîne la machine et on dit quelque chose de nous. Vous vous rappelez avec Cambridge Analytica, le simple fait, les quelques activités sur Facebook avec qui on est amis, où est-ce qu'on fait des likes, suffit à déterminer notre profil politique. Alors, imaginez tout ce que l'IA peut rassembler sur nous quand on converse avec elle. Il y a un risque là. Alors, avec quel encadrement légal? Évidemment, il y a le risque de biais. L'ensemble de données de ChatGPT est biaisé. C'est Internet avant 2021. On n'a qu'à penser à ce qui existe sur la politique américaine. Non seulement les données sont biaisées, mais on peut entraîner l'IA à devenir très biaisée en surinvestissant, en fait, en l'inondant d'informations erronées. Un autre est le manque de transparence, c'est-à-dire que les compagnies, la manière dont ça fonctionne, c'est sous brevet. Puis plus que ça, l'apprentissage machine, c'est souvent pas transparent. On ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il y a dans la boîte noire. Une espèce d'effet Google Maps, c'est-à-dire que est-ce qu'on va s'en servir comme une béquille, comme on se sert de Google Maps comme une béquille? Et puis finalement, je dirais le manque d'interaction humaine. Un dernier risque auquel je ne crois pas, c'est le remplacement des profs. C'est intéressant parce que j'ai conversé avec ChatGPT qui m'a identifié tous ces risques-là. Cependant, le plus important de ces risques-là, d'après moi, c'est vraiment la désinformation à des fins de manipulation politique, de manipulation économique. Et pour répondre à ce type de risque-là, tel que là, je pense que c'est M. Sirois qui en parlait, je pense qu'on a besoin de spécialistes en éthique, en psychologie, en sociologie, en politique, en économie, en droit. Mais la désinformation, Nadia, je pense que c'est un sujet qui te tient à cœur et dont tu es experte. Je m'occupe de la désinformation depuis mes études doctorales.
J'ai travaillé sur la désinformation dans le cadre dans l'utilisation sur les médias sociaux, mais depuis 2019, je travaille sur les deepfakes. Donc, ce que vous avez vu avec Madame la ministre, ça fait depuis 2019 que je travaille dessus. Juste un petit rappel. Donc, les deepfakes ou l'hypertrucage malveillant sont des enregistrements audio et puis de vidéos de personnes réelles prononçant et exécutant des choses qu'elles n'ont jamais dites et faites. Et puis, c'est quoi? Pourquoi il y a le danger? Ça peut engendrer une attitude qu'on appelle l'attitude d'incrédulité par défaut. Ça veut dire que même les vidéos qui sont authentiques, là, on va douter de tout. Et puis, ceci pourrait engendrer aussi une perte de confiance généralisée dans la société, modifiant notre rapport aux médias, à la science, à la vérité, peu importe comment on perçoit cette vérité. Et le problème avec les deepfakes, c'est que ce n'est pas juste de la manipulation visuelle, mais aussi ça joue sur nos biais cognitifs. Alors, ça peut créer des faux souvenirs qui peuvent aussi rentrer. Puis là, on croit à tout ce qu'on voit. On est vulnérable de ce côté-là. Il y a des exemples qui ont sorti, comme par exemple l'exemple du pape François, les photos de Trump qui sont sorties, qui ont été utilisées ou fabriquées par Midjourney, mais aussi il y a les vidéos, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, de Zelensky, et puis ça a été qualifié comme vraiment le bout de l'iceberg dans la bataille ou la guerre de désinformation. Et puis on a vu les experts en IA qui se sont prononcés, puis qui ont parlé de leur inquiétude envers ceci. Et puis on sait que notre société, les acteurs sont mobilisés pour essayer de contrôler, comme vraiment arrêter la désinformation, mais on voit que c'est pas possible vraiment de l'arrêter, d'où l'importance de travailler sur l'humain. Encore une fois, on met l'humain parce qu'on peut pas attendre à ce que l'IA confronte l'IA, parce qu'on est dans une course bien rapide, et puis les deepfakers, ils sont pas mal intelligents, ils ont leur agenda. Et puis, toute la question des lois aussi qui vient après coup. Donc, la question de développer notre esprit critique, mais aussi ce qu'on appelle l'agentivité numérique. C'est qu'on ne veut pas juste identifier, se protéger, mais on veut s'assurer qu'on est en train d'être actif et agir pour protéger notre réseau, notre communauté, notre société. Donc, il y a un travail très important sur l'humain dans l'éducation pour qu'on puisse fighter ça, vraiment comme contrôler d'une certaine façon la désinformation. Tu veux que je te donne un exemple concret de ce que je suis en train de faire? C'est parfait. On a préparé. Excuse-moi, Nadia, mais c'est parce que je suis un peu interpellé, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Merci, Bruno, pour la question. Écoutez, alors, ce que je dois lui répondre, c'est que je n'ai pas la réponse parfaite, mais je suis en train de travailler sur un projet de recherche qui a été subventionné par le CRSH et puis Patrimoine Canada, qui vise exactement à développer l'agentivité numérique des jeunes entre 18 et 24 ans. Alors, ce qu'on a fait, c'est un programme de formation de 9 heures où mes jeunes passent à travers des ateliers de création de deepfakes. Donc, ils le créent en bas de 3 heures, et puis ce sont des versions qui sont très, très intéressantes. Et puis après, on passe à travers une discussion pour réfléchir à comment contrer ces désinformations, ces formes de désinformation. Et puis, ce qui était super intéressant dans cette recherche-là, c'est que mes jeunes n'avaient presque jamais entendu parler du deepfake. Oui, ils sont sur les médias sociaux, ils voient le contenu passer, ils passent, ils sont passifs, et puis ils laissent scroller les choses. Mais en passant à travers l'expérimentation et puis en voyant combien c'était facile, très facile de créer du contenu trompeur et puis après le disséminer, ils étaient prêts à la guerre. Et puis ils m'ont dit, moi je suis prêt à rentrer dans la bataille et puis à protéger les autres parce que c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Donc on pourrait tout simplement faire des expériences pareilles à toute notre communauté et puis en réalité, tout membre de notre société, parce que la désinformation ne se limite pas à un domaine, à un contexte, à un groupe d'âge. On l'a vu avec l'infodémie de la COVID-19, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, on l'a vu avec les différentes élections. Donc, si les personnes ne jouent pas avec les logiciels qu'ils créent, et puis là, on les trouve sur notre portable. On n'a pas besoin sur notre téléphone intelligent, on n'a pas besoin d'être trop sophistiqué. Donc, s'ils ne manipulent pas ces différents logiciels, ils ne vont pas vraiment réaliser l'ampleur des risques. Donc, on pourrait aller dans cette direction-là. Mais là, je veux fermer la parenthèse, Bruno, sur tout ce qui est négatif. Et puis, je vais te demander, il y a plein de choses extraordinaires qu'on peut faire avec ces outils. Alors, peux-tu nous donner des exemples de ça? OK, alors je vais poursuivre ma confession. Alors, depuis janvier, j'ai fait beaucoup d'exploration avec ChatGPT. Écoutez, la première chose, c'est que ChatGPT, il y a des choses que ChatGPT fait très bien. C'est un outil de texte. Alors, ChatGPT produit différents types de textes, mais il faut concevoir les textes au sens large.
On peut parler de texte, un essai, répondre à une question, mais texte littéraire. ChatGPT fait des poèmes. M'a fait une chanson country avec les séries d'accords. Séries d'accords aussi, ça peut être du texte. Des équations mathématiques peuvent être du texte, du code informatique. Donc, il faut avoir une vision très large de ce que peut être un texte. ChatGPT peut très bien répondre à des questions, résumer des textes. Programmer, il est très bon en Python, mais pas dans SPSS. Il n'a pas résolu un problème que je lui ai soumis, donc il n'y avait pas assez de base pour regarder. Il peut prendre le rôle de Freud ou de Platon, on peut dialoguer avec lui. Il y a des choses que ChatGPT fait très mal, c'est-à-dire il peut inventer des références, des écrits, des éléments de biographie, il peut vous juger comme étant un criminel. Il peut résoudre, en fait, il ne peut pas résoudre des problèmes complexes en philo, des syllogismes complexes. J'ai vu des profs de Dawson qui avaient fait ça. Et finalement, tel que Yoshia Bengio le disait, il peut faire des erreurs conceptuelles très importantes dans des domaines avancés tout en se montrant très confiant. Cela étant dit, les opportunités pour les étudiants, c'est vraiment, on parle beaucoup d'apprentissage personnalisé comme la nouvelle frontière du numérique en éducation, mais les robots conversationnels représentent le potentiel de devenir un tuteur intelligent, adaptatif pour l'étudiant. J'étais un peu sceptique, mais j'ai installé ChatGPT 4 et j'ai découvert sur GitHub une application qui s'appelle Rainator AI Tutor. Je l'ai installé, j'ai dialogué avec lui et j'ai été ébloui par les réponses. Moi, je ne suis pas un prof de français. Alors, quand je dialoguais avec un de mes amis qui est prof de français, il disait, oui, il peut faire des analyses littéraires, mais pour les textes québécois récents, alors en fait, avec Renata, je lui ai demandé de faire une analyse littéraire du survenant. Je ne l'ai pas encore soumis à mon ami, mais ça m'a semblé plutôt surprenant. On peut l'ajuster en termes de type d'enseignement. Il peut prendre un type didactique, mais il peut prendre un type socratique. Alors, c'est quand même assez intéressant. ChatGPT peut aider les étudiants, ou en tout cas les robots conversationnels, à répondre à leurs questions sur la matière, peut-être plus pour les premiers niveaux de la taxonomie de Bloom, connaissances, applications, etc. Ça peut être un outil de révision pour résumer des textes, pour évaluer ou améliorer une première version de ces textes, un outil d'aide à la traduction ou encore un outil d'idéation. Pour les enseignants, ça peut être aussi un genre de tuteur adaptatif. Moi, je m'en suis servi pour essayer de m'aider à concevoir un cours que je donne depuis maintenant 15 ans. Mais en fait, il m'a sorti une version assez intéressante du cours, mais là, je lui ai un peu fait compléter le cours. Et à partir de ça, une fois que j'ai eu un cours que je trouvais assez intéressant, je lui ai dit, bien maintenant, peux-tu me générer des objectifs d'apprentissage? Alors, premier, et on a du mal au Centre de pédagogie universitaire à montrer aux enseignants comment formuler de bons objectifs d'apprentissage. Alors, premier essai, il a été très mauvais. Donc, il faut comprendre que c'est un outil conversationnel. La première réponse n'est pas nécessairement la bonne. Alors là, je continue avec lui. Je lui dis, oui, mais essaye d'utiliser des verbes d'action. Donc, un peu mieux, mais encore mauvais. Donc là, je lui dis, utilise des verbes d'action, mais n'utilise pas les termes connaître ou comprendre. Alors là, troisième ou quatrième essai, alors très bon pour les objectifs d'apprentissage. Je me disais que ça peut quand même être intéressant pour aider les enseignants à ce niveau-là. Et là, je lui ai demandé de me proposer des pistes d'évaluation. Et déjà là, il m'a proposé des pistes d'évaluation sommatives et formatives, plusieurs que je faisais, mais quelques idées intéressantes. Donc, pas un outil pour remplacer la conception, mais peut-être pour générer des idées, pour aider à compléter des choses. Évidemment, je dirais que l'utilisation la plus intéressante du point de vue de l'enseignement de l'apprentissage, pour moi, c'est d'utiliser ChatGPT pour enrichir les rétroactions qu'on donne aux étudiants. Selon la synthèse des méta-analyses réalisées par Hattie, un Australien depuis 2008, donner du feedback, donner de la rétroaction, c'est l'intervention pédagogique qui a le plus de chances, le plus d'effet sur la réussite des étudiants. C'est démontré étude par-dessus étude. Donc, souvent, on fait des tests formatifs. On n'a pas beaucoup de temps de donner de la rétroaction, mais on peut développer des quiz objectifs, utiliser ChatGPT pour donner une rétroaction qui est beaucoup meilleure que bonne réponse, mauvaise réponse, peut-être donner des indices. Donc, je pense que ça peut être très intéressant pour ça. Ça peut peut-être aussi être intéressant comme outil d'assistance à la correction pour détecter, par exemple, si des éléments essentiels d'un texte y sont, pas comme outil de remplacement, encore là, mais plus comme outil d'assistance. Est-ce qu'on revient sur la question du plagiat? Puisqu'il en était beaucoup question à un moment où on pense qu'on a fait le tout, sûrement pas. Hein? Veux-tu parler un peu de comment contrer ce plagiat-là? Bien, écoutez, allons-y. Le plagiat, en fait, c'est intéressant. On en a beaucoup parlé, mais on n'en sait pas grand-chose. On sait à peu près rien de quelle est l'utilisation que font les étudiants
de ChatGPT, ni au Québec, ni aux États-Unis, ni ailleurs. En fait, on a des exemples anecdotiques. On n'a pas de recherche sur, vraiment, en fait, on a beaucoup, beaucoup de discours, mais très, très peu de recherche. C'est sûr que c'est la première chose dont on a parlé. Je dirais les risques de plagiat. Plagiat, c'est pas nouveau, hein. Je me rappelle, fait une conférence à l'Université Laval en 2007 et il y avait eu un scandale de vente sous le couvert d'examen en pharmacie. Puis on a eu le même genre de choses à l'Université de Montréal, certains. Alors, quand on fait des examens à choix multiples qui sont les mêmes année après année, puis qu'on fait ça pour des évaluations à enjeux élevés, on se met à risque. Évidemment, le numérique rend les choses plus faciles. La formation à distance rend les choses plus faciles. Puis avec l'intelligence artificielle, ça rend encore les choses plus faciles. Alors, la première piste, c'est quoi dissuader ou interdire? Il y a beaucoup d'universités qui ont interdit ChatGPT. À l'Université de Montréal, on a ajusté des règlements sur les politiques de plagiat. Donc, je dirais que ça interdit, sauf dans certains cas. Alors, je trouve intéressant les politiques qui vont baliser plutôt qu'interdire complètement. On peut quand même dire aux étudiants que ChatGPT, on l'a testé, puis on sait un peu comment il répond, puis il a tendance à répondre de manière quand même uniforme dans sa structure de texte. Par contre, modifier nos pratiques évaluatives, on a des solutions qui sont connues depuis longtemps, puis je dirais de passer à des bonnes pratiques évaluatives, plus d'évaluation authentique, garder des traces sur le processus des étudiants, peut-être les questionner à la fin sur ce qu'ils ont fait, peut-être faire un peu moins d'examens à choix multiples qui comptent pour l'essentiel de la note. Je le répéterai jamais assez. Peut-être aussi faire des examens en classe, sans technologie. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont déjà faites. Mais finalement, le plus important, c'est peut-être d'éduquer les étudiants. On peut miser sur leur intégrité parce qu'ils viennent à l'université et au cégep pour développer leurs propres compétences. On peut les sensibiliser pour qu'ils connaissent ce qui fait bien, ce qui fait mal, leur faire comprendre que ce n'est pas toujours une bonne chose de se faire remplacer par ChatGPT. Par contre, même s'ils sont motivés par le fait d'être intègres, plusieurs d'entre vous sont parents ou le serez ou l'avez été, ils peuvent avoir la tentation quand même de prendre des raccourcis quand ils sont surchargés. Donc, il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. On peut les éduquer, puis je pense que ça devient très important de pouvoir les former. Alors, je suis 100% d'accord avec toi, bien sûr, Bruno, pour éduquer nos étudiants, mais je crois sincèrement qu'il faut aussi éduquer nos enseignants et puis nos enseignantes et puis les appuyer dans cette transformation-là. Si on veut utiliser ces technologies-là, on a besoin d'accès, mais on a besoin aussi de développer des compétences pour qu'on puisse les manipuler, les travailler, collaborer avec eux. On passe au prompting, par exemple. C'est pas évident pour tout le monde d'interagir avec ChatGPT ou bien autre. Et puis, on a vu pendant la pandémie de la COVID, comment un fossé s'est creusé entre les enseignants et enseignantes qui maîtrisaient la technologie et puis celles et ceux qui n'arrivaient pas vraiment ou bien avaient des compétences qui étaient limitées. Et puis ça a impacté la qualité de l'enseignement. Et puis on ne veut absolument pas qu'on ait un autre fossé qui va se creuser à cause de l'IA générative. Donc appuyer et puis former nos professeurs, nos enseignants, c'est hyper important. L'autre chose, si je reviens à la question d'éduquer nos étudiants personnellement, mais c'est vraiment très, très, très personnel, je crois sincèrement que si nous n'exposons pas nos étudiants et étudiantes à ces technologies-là, on est en train de contribuer à leur exclusion quand ils vont être sur le marché du travail. Pour moi, mais encore une fois, c'est très personnel. Je sens que je suis en train de commettre un crime envers eux parce que je participe à leur exclusion une fois qu'ils vont être dans le milieu de travail. Et puis ça, c'est comme éducatrice, c'est vraiment très terrible. Et puis, l'autre chose, je les rends plus vulnérables aussi à la désinformation. Donc, il faut absolument qu'ils s'exposent à cette technologie-là et qu'elles développent les compétences pour pouvoir les utiliser. Et puis, c'est à travers nos utilisations et puis notre travail dans le cours. Je vais donner l'exemple de chez moi, là, à l'Université Laval. Quand le ChatGPT est sorti, les services de soutien à l'enseignement ont réagi très, très, très rapidement. Il y a eu des webinaires, des rencontres, des discussions avec toute la communauté à l'Université Laval. Et puis, le taux de participation était très élevé, d'où l'intérêt de tout le monde, vraiment de tout membre de notre communauté envers ces technologies-là. Mais aussi, on a la bibliothèque, l'équipe de la bibliothèque qui sont en train d'expérimenter pour voir comment on pourrait créer des synthèses ou utiliser ces technologies-là, aussi en collaboration avec l'intelligence humaine pour pouvoir mieux performer. En parallèle,
notre vice-rectorat aux études et puis aux affaires étudiantes, en collaboration avec la chaire dont je suis titulaire, avec les services de soutien à l'enseignement et aussi avec la bibliothèque. On est en train de piloter le comité d'innovation enseignement. Et puis, ce comité-là, il a presque plus que 40 membres de toutes, vraiment là, de toutes les entités chez nous à l'Université Laval. Et puis, on a passé des heures et des heures à parler de l'IA générative et puis comment on va l'intégrer dans notre enseignement, comment on va réfléchir ces différentes technologies. Puis, ce qui est ressorti, c'est qu'on a besoin d'avoir des expérimentations critiques de ces outils-là, de réfléchir ensemble à le faire. Et puis, c'est vers là où on s'en va chez nous à l'Université Laval. La prochaine partie. Alors non, c'est bon, je continue. Oui, tu vas parler de l'IA, de la littératie de l'IA. Oui, sur la littératie de l'IA. Et je trouvais que l'exemple que tu nous donnais avec ton projet sur les deepfakes était vraiment un exemple très intéressant de compréhension par la manipulation. Alors d'abord, je voulais souligner le fait qu'on a un cadre de référence de la compétence numérique au Québec qui est paru en 2019, cadre auquel a travaillé une équipe du GRIPTIC, le groupe de recherche interuniversitaire sur l'intégration pédagogique d'éthique, donc avec le ministère de l'Éducation. Donc, je faisais partie de ce groupe-là. D'ailleurs, on a 6 membres du GRIPTIC qui présentent comme panélistes ou à différents moments aujourd'hui. Alors, on avait dans ce cadre de référence-là l'idée, déjà, il y a 4 ans, que tout enseignant ou apprenant devait développer une compréhension globale de l'intelligence artificielle et de ses impacts sur l'éducation, la société, ou la politique, pour quelque chose qui est paru il y a près de 5 ans, je trouve ça quand même pas pire. Maintenant, évidemment, on va maintenant un peu plus que le niveau connaissance. On a beaucoup dans la littérature sur ce qui est la littératie de l'IA. On insiste maintenant sur la nécessité de comprendre par la manipulation. Il ne suffit pas juste de comprendre conceptuellement. On dit que la littératie de l'IA, c'est la capacité de comprendre, d'utiliser, de monitorer et de réfléchir de manière critique aux applications de l'IA sans nécessairement être en mesure de développer des modèles d'IA eux-mêmes. Mais là, je fais une petite parenthèse et je vois mes collègues de Dawson dans la salle et au Collège Dawson, ils ont un projet justement où ils font développer des applications d'IA par des étudiants en technique humaine, des étudiants qui ne sont pas en technique informatique et c'est fort intéressant. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin. On vient, il y a une dizaine de jours, il y a une initiative qui s'appelle TeachIA avec ISTA et plusieurs grands organismes qui ont vu le jour aux États-Unis. Moi, je rêve un peu d'une initiative semblable au Québec où on se mobiliserait pour développer des formations, un cours sur l'IA qui serait multidisciplinaire en éducation, mais avec des sociologues, avec des éthiciens, des philosophes, des économistes, des spécialistes du droit qui seraient disponibles sous forme de ressources éducatives libres pour que tout le monde puisse l'adapter et qui pourraient être crédités au cégep comme à l'université. Et en fait, je salue Fanny Joussemet et Michel Jean du cégep Saint-Laurent qui ont déjà commencé à travailler sur quelque chose qui ressemble un petit peu il y a quelques années dans un projet PIA. Bien. Alors, écoutez, malheureusement, le temps file. Peut-être avez-vous un dernier exemple rapide de potentiel pour qu'on puisse passer à la période de questions. Ensuite, peut-être que le potentiel que représente l'IA, avez-vous peut-être un dernier exemple rapide à nous donner? Je vais parler très rapidement de ce que je vois comme potentiel et puis je te passe la parole pour que tu expliques l'exemple qu'on a. Donc, pour finir, pour moi, l'IA, pour moi, trop simplifié, mais l'IA est un outil. Et puis, tout simplement, ce qui importe, c'est ce qu'on fait avec cet outil. Et puis, comment on le met au service de l'augmentation de l'intelligence humaine. Et puis, comment on peut vraiment collaborer avec ces outils-là pour qu'on puisse résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas peut-être seul à résoudre. Donc, on parle là de l'intelligence augmentée, mais McKinsey, dans un récent rapport, ils ont parlé aussi de l'intelligence hybride, où on combine nos différentes intelligences pour pouvoir résoudre des problèmes de la société. Alors, je crois que là, je comprends l'hésitation et puis je comprends qu'il faut attendre, mais je crois aussi que on ne peut pas attendre parce qu'en éducation, on a besoin de bouger et puis on ne peut pas continuer à attendre. Je crois qu'on doit prendre du leadership et puis avancer. Puis là, je vais te passer la parole parce qu'il y a des exemples concrets qu'on peut déjà aborder sans attendre. Alors écoutez, moi j'ai décidé de choisir un exemple qui a trait à la recherche documentaire. Donc on fait ça, de la recherche documentaire,
quand on présente un projet de recherche, mais on fait ça au cégep, on fait ça aussi à l'université, on fait ça au cycle supérieur beaucoup quand on prépare un examen général de synthèse, un examen de doctorat. Et là, voilà, donc je remercie mon collègue Normand Roy, à qui j'ai emprunté quelques diapositives et que j'ai adaptées aussi. Donc, le processus de recherche documentaire, il y a toute une série d'outils qui deviennent disponibles maintenant pour, je dirais, pour faire en sorte qu'on peut mettre ce processus-là sur les stéroïdes, en quelque sorte. Évidemment, si on ne connaît pas encore trop le domaine, on peut commencer un peu comme les étudiants consultaient Wikipédia par avoir un échange avec ChatGPT pour avoir déjà une première introduction au domaine, puis on s'en sert comme point de départ, pas comme point d'arrivée. À partir de ça, on peut commencer notre recension des écrits. Il y a un outil que mon fils m'a fait connaître qui s'appelle Research Rabbit, qui a fini son bac en maths info. Alors, Research Rabbit, ça nous donne un petit peu, c'est un outil de recherche un peu à la manière d'un réseau social qui peut nous montrer qui sont les personnes importantes ou les sujets importants. Donc, ça nous donne une manière différente de visualiser ou de chercher l'information. Un autre outil qui est génial, c'est Consensus. Alors, Consensus, je lui ai demandé Does Artificial Intelligence help students learn in higher education? Quand il y a assez de recherche, en fait, vous voyez que le consensus de ce qu'il a trouvé parmi les 10 papiers les plus importants, le consensus est oui à 100%. Évidemment, on peut aller regarder dans le détail chacun de ces papiers-là, en faire la synthèse, en faire le résumé, mais ça, c'est quand même assez intéressant. Un autre que je trouve fantastique, c'est Elicit. Elicit permet de faire une recherche documentaire et de sortir les sujets qui peuvent être les sujets principaux, c'est-à-dire les articles principaux pour un sujet de recherche donné. On a un petit problème avec l'écran moniteur ici, mais ce n'est pas grave, je continue. On a aussi un autre outil qui s'appelle Semantic Scholar qui fait une recherche sémantique que je n'ai pas beaucoup explorée moi-même. Puis finalement, je trouve que Google Scholar, c'est un traditionnel, mais ça reste quand même important. Google Scholar nous amène, il faut savoir chercher d'une autre façon. Finalement, il y a des outils pour intégrer ça. Il y a un outil qui s'appelle Latéral qui permet de classer les citations, de classer des extraits de texte. Moi, j'aime beaucoup Zotero, qui est un logiciel libre qui permet de partager des banques de texte, qui permet de partager des annotations. Et plusieurs de ces outils-là, Consensus Illicite, les recherches qu'on fait, on peut les importer dans Zotero. Alors, ça, c'est une petite base de données Zotero que j'ai constituée pour l'intelligence artificielle en vue de mon intervention d'aujourd'hui. Et puis, finalement, une fois qu'on a fait ça, évidemment, on peut produire un texte, demander à ChatGPT d'en faire une certaine révision. On peut utiliser des outils de traduction et de peaufinement. Alors, pour moi, c'est la recherche documentaire sur les stéroïdes. Très bien, merci beaucoup. Il y a beaucoup de sites que je ne connaissais pas du tout. Le Consensus, par exemple, et le Rabbit machin. J'ai pas l'autre nom. J'ai oublié l'autre nom. Il va trop vite, le Rabbit. Il va trop vite. Alors, merci beaucoup, Bruno Polibert et Nadia Nafi, pour votre intervention.